Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 4 juin 2022. Dans les informations de ce jour, face à la recrudescence du phénomène de kidnapping qui sévit actuellement et qui pourrait générer des troubles sociaux et déclencher une psychose actuellement, la première dame de Madagascar et non moins championne de la lutte contre les violences basées sur le genre est sortie de son silence et a réagi via Instagram et la page Facebook de l'association Fiti officielle. Ces derniers jours, de nombreuses jeunes filles subissent des violences sous forme d'enlèvement. Je condamne avec véhémence les agissements de ces personnes mal intentionnées à l'encontre de nos jeunes femmes innocentes. Je suis de tout cœur avec elles. J'encourage les forces de l'ordre à agir avec fermeté et je lance un appel pour démanteler ce réseau afin de mettre un terme à ces actes ignobles. Nous avons besoin de retrouver la sérénité. Soyons vigilants, protégeons nos enfants. C'est en ces termes que la Première Dame s'est exprimée. Et dans la page politique de ce jour, le projet de loi sur la participation de la femme dans la prise de décision dans le pays a été adopté avec amendement au sein du Sénat hier durant une session plénière. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, Razan Amassou Christine, qui a présenté ce projet de loi. Les détails avec Mervolat Sfiren. Le taux de participation des femmes dans les postes de décision et de responsabilité dans la société et dans le monde politique est encore bas dans le pays. 17% des députés sont des femmes, 11% pour le Sénat, 37% de femmes au sein du gouvernement, 9% pour les gouverneurs de région, 5% pour les maires et 7% pour les conseillers municipaux. Le but de ce projet de loi est l'égalité de genre dans les postes de décision. Ce projet de loi est un moyen pour sensibiliser les décisionnaires à faire participer les femmes dans la prise de décision. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi un moyen de pousser les femmes à être actives dans la prise de responsabilité. Dans ce projet de loi figure aussi la mise en place d'une nouvelle structure d'observation du genre au sein de laquelle sera représenté le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les magistrats en charge de l'égalité entre hommes et femmes et la société civile. C'est l'article 9 de ce projet de loi, notamment sur l'élaboration de cette structure, qui a été modifié avec 2 représentants du Sénat. Dans les informations sociales, l'objectif de l'État est de donner accès à l'eau potable à 60% de la population malgache en 2023, selon la lettre du président de la République lors des conseils des ministres derniers. Selon les explications apportées par le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, il s'agira de réhabiliter les infrastructures vétustes dans les grandes villes, mais aussi de répartir les infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable au niveau des régions, des districts et des communes. Des objectifs mis en place par l'État avec l'aide des partenaires, selon toujours les explications dans ce reportage de Mervolat Sfiren et Secharan Jenas. Le calendrier mis en place dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable de toute la population de la Grande Île devra être accéléré selon les explications apportées par le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. C'est ce département qui est particulièrement concerné par la lettre du président de la République lors du Conseil des ministres de mercredi dernier. Outre l'installation des pipelines dans le sud, les infrastructures vétustes seront également réhabilitées et de nouvelles seront mises en place pour approvisionner les communes, les districts et les régions, selon toujours les explications du ministre. Rappelant que le président de la République a donné des consignes au gouvernement pour présenter un programme d'accès à l'eau potable. La politique géographique de l'eau, que ce soit à moyen ou à long terme, doit être appliquée pour que la politique de l'État soit effective et pour mettre en place une bonne gestion pérenne des sources d'eau du pays. Et le ministre des Travaux publics a procédé hier à la réception provisoire des travaux de la route nationale numéro 44 reliant Mouramangue à Batoudzak. D'une manière générale, l'entreprise en charge des travaux a respecté les normes en la matière, malgré quelques petits détails à refaire, mais qui n'impactent pas la route, selon le ministre des Travaux publics. Reportage. L'état de la route nationale numéro 44 reliant Batoudzak à Mouramangue auparavant était déplorable. Peu de véhicules pouvaient y passer, selon cette mère de famille. Cette situation avait impacté le coût de la vie dans cette partie de la région à Lochamangour, affirme-t-elle, car les produits n'arrivaient pas à circuler correctement.
Actuellement, tout cela n'est plus qu'un simple souvenir. La route est réhabilitée et nous pouvons dire que notre ville pourra enfin se développer, a-t-elle déclaré. L'État, à travers le ministère des Travaux publics, est encore en plein travaux de réhabilitation de la RN 44. La première partie de cette route nationale 44, reliant Marvoy et Imbossard, long de 40 km, a été réceptionnée provisoirement par le ministre des Travaux publics hier, si la deuxième partie est en cours de réhabilitation. Selon le ministre des Travaux publics, en général, les travaux respectent les normes en la matière, sauf quelques petits détails à refaire sur les rebords de la route, notamment les canaux d'évacuation d'eau. Néanmoins, l'épaisseur de la chaussée entre 5 à 8 cm est respectée pour garantir la durabilité de la route. Rappelons que c'est l'entreprise CGC qui se charge de la construction de la route nationale 44, si la Banque mondiale est le partenaire de l'État dans le financement des travaux. Selon les prévisions, la deuxième partie de la RN 44 sera achevée avant juillet 2023. Et les touristes iraniens commencent à s'intéresser à Madagascar actuellement. Des dizaines de touristes iraniens sont arrivés dans la grande île hier soir. La relation entre Madagascar et l'Iran aurait dû exister depuis longtemps, surtout dans le domaine du tourisme, selon l'ambassadeur de l'Iran à Madagascar. D'après ce reportage rapporté par Fandessina Mireille sur les images de Nzara Ranjantsou. Hier, 17 touristes iraniens ont débarqué au port international d'Ivat. Ils ont été transportés par la compagnie aérienne Kenya Airways. C'est une première que des Iraniens viennent visiter notre île. Le séjour de ces Iraniens à Madagascar dure 2 semaines. Ils priorisent la visite du sud du pays. Demain, j'avais beaucoup de programmes, mais le Covid m'a empêché. Surtout au niveau du tourisme, comme Madagascar a beaucoup des aspects touristiques. J'ai beaucoup travaillé, mais la fermeture des frontières nous a beaucoup empêché d'exécuter notre plan. Donc, Dieu merci, aujourd'hui on est à la phase, je peux dire, finale de Covid avec l'ouverture des frontières. Donc, j'étais en contact permanent avec les autorités du pays, surtout le ministère du Tourisme, pour arranger une certaine condition dans lesquelles les touristes iraniens puissent venir à Madagascar. Il s'agit d'une première vague car d'autres arriveront bientôt, selon les explications de l'ambassadeur de l'Iran à Madagascar. Et la conscription ou renouvellement des militaires débutera le 1er juillet au 31 octobre 2022 prochain pour cette année 2022. Cela débutera à Antananarive le 4 juillet et durera 1 mois. Cet enrôlement se poursuivra dans les autres régions. La direction du service national appelle les jeunes et les jeunes hommes et femmes ayant entre 19 à 31 ans à rejoindre les lieux sélectionnés pour les conscriptions selon le programme mis en place au niveau des bureaux de chaque district. Et parlant religion, pour poursuivre les actualités de ce jour, le jour de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres ou Pentecôte sera célébré demain, un jour important pour tous les chrétiens. Certaines églises ont commencé la célébration ce jour. Il s'agit de préparer les chrétiens sur le message qu'apporte le jour de la Pentecôte selon les explications dans ce reportage de Aniana Martina et Secha Angenap. Ces fidèles chrétiens ont choisi de commencer à célébrer le jour de la Pentecôte, jour de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus, aujourd'hui, afin de faire connaître le message qu'apporte la Pentecôte, mais aussi de rappeler le message que doit véhiculer l'Église, selon les explications de ce pasteur. Le jour de la Pentecôte est un jour important pour tous les chrétiens, mais aussi le jour de la création de l'Église pentecôtiste. Cette église a commencé à s'installer à Madagascar en 1970 et plus de 1200 églises ont déjà été construites dans toute la grande île, selon les explications. Et dans les actualités internationales de ce soir, la CEDEAO se réunit aujourd'hui en sommet extraordinaire à Accra afin de discuter des sanctions adoptées par l'instance ouest africaine contre les juntes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. France 24.
3 dossiers brûlants sont sur la table, mais ce sont avant tout les décisions qui pourraient être prises concernant le Mali à l'issue de ce sommet qui attire toute l'attention et déchaîne aussi les passions. La tension est montée d'un cran ces dernières semaines au Mali, où une partie non négligeable de la population s'insurge contre la CEDEAO et les sanctions économiques et financières qu'elle impose au pays depuis janvier dernier. Quant au gouvernement de transition dirigé par le colonel Assimi Goïta, il continuait jusqu'à récemment à défendre un calendrier électoral souverain 24 mois avant d'organiser des élections et rendre le pouvoir aux civils, même si selon plusieurs sources, il se pourrait que la junte revoie ce calendrier à la baisse. Il faut dire que cela fait maintenant 4 mois que les discussions entre les autorités de Bamako et les leaders de la région sont dans l'impasse, une impasse qui rend de plus en plus d'observateurs sceptiques quant à la stratégie de l'usure, si je peux m'exprimer ainsi, qui est menée par la CEDEAO à l'encontre du Mali. En coulisses toutefois, les négociations à travers les médiateurs que sont l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan ou encore plus récemment le président togolais Faure Gnassingbé s'activent depuis plusieurs jours face à cette nouvelle échéance. Mais au-delà de s'entendre sur une date, les autorités maliennes attendent de l'entité régionale une levée immédiate des sanctions pesant sur le pays. Or, je le rappelle, la CEDEAO avait évoqué en janvier dernier toujours que la levée des mesures de rétorsion imposées se ferait de manière progressive. Enfin, la question d'un accord avec les autorités de transition en Guinée et au Burkina Faso est elle aussi à l'ordre du jour. En Guinée, les putschistes ont fixé la durée de transition à 36 mois, tandis que ceux du Burkina Faso maintiennent le délai de 3 ans avant de tenir des élections libres, comme l'a prévu la charte de transition signée début mars. Quoi qu'il en soit, il reste à savoir si ce sommet marquera la fin de ces différents bras de fer ou au contraire se soldera par un nouvel échec de l'exercice diplomatique dans la sous-région. Et après avoir été mise en échec devant Kiev, l'armée russe concentre désormais ses efforts dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, pillonnant sans relâche certaines villes, dont Severodonetsk, enjeu d'une bataille acharnée depuis des semaines, comme l'explique ce correspondant de France 24. Il faut être très prudent, Philomé, avec les dernières nouvelles qui émanent des autorités ukrainiennes, comme celles qu'on vient d'entendre à l'instant. Il faut se rappeler qu'aucun journaliste ne couvre les combats à l'intérieur de Severodonetsk en ce moment auprès des forces ukrainiennes. Donc difficile de confirmer l'état exact de ces combats en ce moment. En tout cas, une chose est sûre, ils font toujours rage ces combats et les Ukrainiens, les forces ukrainiennes ont eu des semaines pour renforcer leur position à l'intérieur de la ville alors qu'ils étaient pilonnés par l'armée russe qui se trouvait à proximité. Et on le sait, cette ville est un verrou absolument stratégique pour la suite de cette bataille du Donbass. Juste après, il y aura Lysychansk, une ville où nous nous sommes rendus avec Amar Al-Medawi il y a quelques jours et les tirs d'artillerie étaient déjà très forts et très fréquents à ce moment-là. Et puis après, il y aura ces deux autres verrous stratégiques qui, là encore, ont été beaucoup renforcés ces dernières semaines, Sloviansk et Kramatorsk. Et si les Russes arrivent jusque-là... Et pour clore les actualités internationales, la première journée des célébrations des 70 ans de la reine Elisabeth II s'est clôturée jeudi soir à la tombée de la nuit par l'illumination de milliers de signaux lumineux partout au Royaume-Uni et dans les pays de Commonwealth. France 24. La nuit est en train de tomber sur le château de Windsor. Your Majesty, the Commonwealth of Nations Globe. La reine Elisabeth II donne le coup d'envoi d'un spectacle de lumière. À 40 km de là, sous les yeux du prince William, la principale attraction s'illumine devant le palais de Buckingham. Une sculpture composée par un architecte anglais, en référence aux 1500 arbres que la reine aurait plantés durant son règne. 3, 2, 1. Des milliers de lumières illuminent les 4 coins du Royaume-Uni en hommage à la reine. 70 ans de règne, c'est incroyable. C'est une femme si digne. Elle a vraiment pris à cœur le vœu de servir sa nation qu'elle a fait lors de son couronnement. Jusque dans les 54 pays du Commonwealth, comme ici en Australie. Alors que nous allumons la balise, nous remercions Sa Majesté pour ce long règne et nous lui adressons nos félicitations les plus chaleureuses pour cette magnifique étape. La monarque de 96 ans, qui souffre de problèmes de santé depuis des mois,
aurait ressenti un certain inconfort au premier jour des festivités. Ce vendredi, la reine ne participera pas au service d'action de grâce en la cathédrale Saint-Paul. Elle sera remplacée par son fils, le prince Charles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.